Bonjour à toutes et à tous. Nous voici réunis pour le Forum international du droit des femmes et je vous remercie de nous rejoindre. Il est maintenant 3 heures du matin en Nouvelle-Calédonie, 3h30 du matin. Ensuite, en Polynésie, on se lève. Dans la Caraïbe, c'est l'heure du déjeuner. À Saint-Pierre-et-Miquelon, 14h30. Donc, bonjour à tout le monde et merci de l'intérêt que vous portez à Femmes au-delà des mers. Et nous allons donc, j'ai tenu à avoir cette carte pour montrer que notre univers est vaste. Nous allons, je voulais vous rappeler déjà dans quel contexte se fait cet atelier, que nous avons intitulé « Quel partage du pouvoir pour les femmes dans les Outre-mer ». En fait, cet atelier entre dans le grand forum international du droit des femmes, premier forum international du droit des femmes organisé par la Clé, dont Femmes au-delà des mers est membre. Et moi, Gisèle Bourquin, j'ai le privilège d'être déléguée déléguée spéciale à l'outre-mer pour la Clé, ce qui suppose un certain nombre de… Cette mission est importante et je commence tout de suite par dire que j'ai besoin du concours de tous les Outre-mer pour pouvoir donner de l'information, faire des événements et donner de la visibilité aux femmes des Outre-mer. Merci d'avance. Donc, ce Forum international du droit des femmes est en fait un préliminaire au Forum Génération Égalité qui se tiendra fin juin, début juillet, et qui est un événement, comme vous le savez tous, très important. Et c'est donc dans le cadre du 25e anniversaire de la conférence mondiale qui est impulsée par l'ONU, qui est Pékin, et nous l'appelons Pékin plus 25. Donc, je suis donc présidente fondatrice de Femmes au-delà des mers. Je suis venue à Femmes au-delà des mers parce que j'ai estimé que c'était vraiment répondre à une attente. Je ne vais pas vous parler de mon parcours, mais longtemps, je me suis occupée de femmes, de démographie de famille, puis j'ai eu le privilège de créer énormément d'événements culturels, dont des événements pour le ministère des Outre-mer, et c'est là que j'ai pu me rendre compte que les liens entre les différentes collectivités d'outre-mer n'étaient pas assez forts, mais ils avaient commencé parce que c'était mon objectif et je savais et je le vivais que les outre-mer étaient quand même pas extrêmement bien connus. D'où l'intérêt de créer Femmes au-delà des mers et vraiment nous sommes très contents. C'est pour nous un projet humaniste et j'y tiens, intergénérationnel. Et nous avons l'intention, avec le concours des hommes et des femmes de tous horizons, de travailler au rayonnement des Outre-mer, en particulier de faire émerger tout ce patrimoine et matrimoine inédit des patrimoines humains et privés. Bon, ici, on ne parlera pas trop longtemps des projets de Femmes au-delà des mers, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Avant de commencer à vous présenter nos invités, que je remercie chaleureusement d'être là, parce que nous n'avons pas, à cause de tous les événements et les aléas, pu accueillir tous nos invités, et nous le regrettons, mais ce n'est que partie remise. Voilà, alors, Stéphanie vient d'arriver,
Bonjour Stéphanie et merci d'être là. Avec mes excuses, je vais quitter une autre réunion. Je t'en prie, Merci. j'avais même pas 2 minutes de retard et avec les hautes fonctions, n'est-ce pas? Alors, je vais très très brièvement présenter nos invités et après, elles vont compléter. Alors, Stéphanie, la dernière, elle est députée de l'Essonne. Elle est née à Sarcelles, de parents d'un père martiniquais, d'une mère martiniquaise, pardon, je sais qu'elle a et la Caraïbe et la Polynésie en elle. Alors, peu importe qui est qui, mais elle a cette double casquette et elle regarde large, elle a un regard très large. Et elle a résidé donc, comment dirais-je, en Seine-Saint-Denis, et très vite, elle s'est intéressée à la vie citoyenne qui l'a menée, mais elle vous racontera ça. Elle est députée de l'Essonne. Elena Bertuzzi, anthropologue, chercheuse, spécialiste de la culture mahoraise, chorégraphe. Elle réalise différents projets de création participative à Mayotte et à La Réunion, ainsi que des installations multimédia. D'ailleurs, en 2017, avec Laure Chatrefou, elle a obtenu le prix Arte Laguna pour l'installation au cœur du débat, DEBAA, et elle nous en parlera. Un film qui vient de sortir pour Mayotte la première, à France Télévisions. Bien. Gabrielle Kounali est directrice fondatrice de SMS Agency, qui est spécialisée en organisation personnelle et professionnelle pour entrepreneurs, femmes actives et aidants familiaux. Son intervention sera basée sur des témoignages et des chiffres de la réalité et du partage, du pouvoir en Outre-mer, comment il est exporté quand les femmes d'Outre-mer se retrouvent en Amérique du Nord, notamment au Québec, et Marie-Noëlle Fedroni qui va ponctuer ou compléter ou enrichir les propos elles ont travaillé toutes les deux ensemble, les propos de Gabrielle. Elle est fondatrice de Leader d'elle. Elle est formatrice en leadership conscient et elle nous dira beaucoup plus de son parcours et de ce qu'elle fait. Vous voyez donc que nous avons quand même les 3 océans réunis et nous sommes très contents de ça. Nous allons tout de suite vous présenter, pour montrer les autres personnes que nous avons déjà mises en avant, nous allons vous montrer la galerie de portraits de femmes au-delà des mers, avec des femmes remarquables. On va faire monter. Alors déjà, vous voyez que Femmes au-delà des mers, c'est le monde. Et nous avons ici montré les différents endroits où nous avons fait des portraits. Et ce n'est pas encore fini. Nous continuons à essayer de mettre en avant des femmes qui apportent à l'autre. Il y a quelquefois des femmes toutes simples qui font des choses extraordinaires. Et ça, c'est pour nous très important. Bien, nous allons maintenant arriver au parcours des personnes que je vais vous nommer. Vous avez Monique Eramet. Là, j'insiste un peu sur Christiane Eda-Pierre, chanteuse lyrique dont tout le monde a entendu parler et que maintenant la France reconnaît et qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Nous avons Christelle Gourdine qui est d'origine caribéenne mais qui vit au Sri Lanka. Pascal Joanneau qui en fait est la personne qui s'est occupée de la patrimonialisation du récif de corail de Nouvelle-Calédonie. Elle travaille maintenant au musée ce musée qui est tout près de la gare de Lyon. Bien, et Théano, comme nous avons fait son portrait, Théano Jaillet, elle était directrice du musée de Tahiti, de Papeete, et elle est maintenant directrice du musée de Cannes. Bon,
vous allez apercevoir tout à l'heure Monique Reikovic, elle, elle a la particularité d'être c'est une médecin, écrivaine, mais elle a la particularité de s'intéresser énormément à la culture guadeloupéenne, la culture caribéenne en fait, et c'est une femme de culture, elle écrit beaucoup de livres, et ce qui nous a intéressé, c'est que cette personne avait un personnage en tête, un personnage qui elle voulait qui parle créole, et elle a insisté pour apprendre le créole. Et elle a sorti son bouquin avec beaucoup de passages en créole, chapeau. Nous avons donc Madame Georges Tarrer qui a une carrière politique de grande qualité. C'est moi-même qui l'ai interviewée et elle a un cœur gros comme ça. Flora de Vatine qui est une écrivaine de Polynésie et qui écrit beaucoup de romans et qui est une personnalité de là-bas. Angélique Zetor, je voudrais m'arrêter un peu sur Angélique parce que c'est une jeune entrepreneuse et elle a vraiment, depuis quelques années, fait énormément de… Elle a créé donc une entreprise qui s'appelle Génie Mobile et c'est vraiment une pionnière et les frontières n'existent pas pour elle. Et en plus, elle a un punch extraordinaire tout en ayant une voix très douce et tout. Et je pense que c'est une personne qui inspire, qui doit inspirer notre jeunesse et aussi des personnes qui veulent entreprendre parce qu'elle elle avance doucement mais sûrement. Et elle est aussi, et c'est un lieu que je voulais indiquer, elle est aussi à Station F, qui est à Paris, qui regroupe beaucoup d'entreprises innovantes et où se trouve une association archi-dynamique qui s'appelle Outre-mer Network. Bien, je ne peux pas citer tout le monde, j'ai envie de… Ah, Sylvie Feldt-Payet, c'est une grande chercheuse et qui travaille à l'ONERA. Christiane Falgueret-Levaux, elle était présidente elle est présidente de la Fondation La Paire et va bientôt faire une exposition au Quai d'Orsay. Je voudrais… Madame Denpou, elle chante, elle est conteuse. Je voudrais parler de Ticia, qui est wallisienne avec un père foutounien et qui est une artiste de grand talent et qui est surtout très impliquée dans l'humanitaire et elle fait des choses pour vraiment, pas seulement la Calédonie, parce qu'elle vit en Calédonie, mais pour partout. Christine Salem, c'est une chanteuse de Maloya. Généralement elle vit à La Réunion, c'est généralement les hommes qui jouent de cet instrument et qui font du Maloya. Et elle a eu le prix Charles Cros très récemment. Bien, donc je vous invite, je ne vais pas les prendre tous, je vous invite à aller sur le site et à aller découvrir ces talents. Et vraiment, parce qu'on bon, a d'autres choses à se dire, mais elles sont toutes extraordinaires. Voilà. Oui, je vois passer Chantal Spitz, on n'a pas besoin d'y revenir, mais Chantal Spitz, c'est une Polynésienne exceptionnelle. Quand on la voit, ben, vous avez peut-être regardé, elle a des tatouages et tout, elle a énormément de talent et elle est très authentique. Voilà, donc voilà pour les femmes à travers le monde. Et vraiment, cette galerie va encore s'enrichir de beaux talents. Bien, maintenant que je vous ai dit tout cela, je vais vous demander, je vais demander à mes intervenants de se présenter. Je vais demander de se présenter et de dire de quoi elles vont nous parler. Voilà, je vais poser une série de questions et elles vont répondre à leur tour. Je voudrais savoir qu'est-ce que le pouvoir pour elles, quelles sont les spécificités des territoires d'après elles, comment ce pouvoir s'exerce selon les différents territoires et
comment elle surmonte, elle voit comment on pourrait surmonter les éventuelles difficultés et peut-être quelle stratégie adopter. Donc, je vais demander peut-être à Stéphanie de parler un peu d'elle et puis de répondre, si elle le peut, à ces questions. De toute façon, nous allons nous garder un temps pour pouvoir échanger un peu plus. Alors, Stéphanie. Merci Gisèle, et surtout, tout d'abord, je voudrais vraiment te remercier pour cette invitation, me permettre d'être présente parmi vous ce soir. Te remercier aussi pour l'ensemble de ce travail qui effectivement met en avant et met en lumière un certain nombre de cultures à travers effectivement la femme aujourd'hui, et je pense que c'est indispensable dans l'ensemble des éléments. Et avec le panel que tu as réuni ce soir, je crois qu'on peut effectivement mettre bout à bout un certain nombre d'éléments et nous permettre d'avancer dans une meilleure connaissance et une meilleure prise en compte éventuellement de spécificités si toutefois elles s'avéraient être ultramarines ou juste interdépendantes de la place de la femme dans la société de manière générale. Mais en tout cas, merci pour ça. Et alors, les questions, c'est vraiment très ambitieux parce que répondre sur un temps donné, je sais que on a peu de temps. Moi, peut-être partir déjà de la raison pour laquelle j'en suis arrivée là, ce qui n'était pas évident compte tenu des origines qui sont les miennes, et sociales et culturelles, puisque effectivement, je suis issue d'un mariage d'un papa polynésien, donc qui vient de loin, qui est arrivé en métropole parce qu'on l'appelait au service militaire, et puis qui rencontre ma maman à Paris, et ma maman, elle, a un papa martiniquais et une maman savoyarde. Donc, déjà une union qui promettait sur la manière dont on vit avec l'ensemble de ces identités. Puisque déjà la difficulté, c'est de définir nos identités lorsqu'on est mélangé. Et donc, on est toujours traversé par et l'éloignement géographique, donc l'éloignement de nos racines, et le fait de grandir dans une société qui n'en parle pas, ou qui en parle peu, ou qui la nie. Ou qui en parle toujours avec des représentations un petit peu, j'appellerais ça un peu folklorique parfois. Et donc, j'ai grandi dans une sorte d'ambivalence, parce que j'ai grandi dans une forme d'acceptation de ce que j'étais, puisque j'étais fière de ce que j'étais, et puis ce que l'on pouvait me renvoyer comme image à l'extérieur, surtout à travers mon papa, qui a vécu quand même le racisme, qui a vécu quand même les a priori, un certain nombre d'éléments comme ça de rejet sur ce que l'on ne connaît pas, on le rejette. Et donc, ce sentiment-là, j'ai passé mon enfance en grandissant avec cette ambivalence-là, en étant très, très attachée déjà à ces défenses-là. Et je me suis dit, et je crois que de là est né un certain engagement citoyen ou un certain intérêt dans la manière dont on comprenait notre société multiple, multiculturelle. Puisque, et tu l'as rappelé, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Et en Seine-Saint-Denis, donc, c'est effectivement la rencontre de plusieurs cultures venues de différentes parties du monde. Et du coup, je crois que mon engagement est né comme ça. Et très, très vite, je me suis dit, il va falloir que je parle déjà de ma culture, de mes cultures, et puis pas que je les défende, mais presque, et que je puisse déjà au moins le faire connaître et au moins mettre des mots sur ce que nous étions. Et donc, ça a été long. Et à travers mon parcours, effectivement, je me suis investie dans des implications citoyennes et politiques, et qui m'ont menée, après multiples difficultés, à être là aujourd'hui, à siéger à l'Assemblée nationale, à avoir cet honneur de représenter la nation, et du coup de pouvoir porter ces couleurs ultramarines à travers un certain nombre d'engagements que j'ai aujourd'hui, et donc parvenir à... Alors, je ne sais pas si on peut le terme en termes de pouvoir, parce que ce n'est pas un pouvoir, parce que le pouvoir, il faut savoir le prendre là où nous sommes, il faut savoir s'en servir à bon escient. Pour moi, le pouvoir, c'est d'abord de pouvoir en parler et de pouvoir porter des combats sur, effectivement, porter nos identités,
à travers nos interventions dans l'hémicycle, l'évoquer à chaque fois sur chaque sujet. Moi, je suis très investie sur la question des personnes âgées, donc j'avais effectivement proposé, j'étais co-rapporteur sur la prise en compte du grand âge et de la dépendance dans les territoires ultramarins, enfin, un certain nombre de sujets comme ça de société où je ne cesse d'inclure la question ultramarine. Voilà, donc très, très brièvement, je pense que sur l'ensemble de tes questions, j'y reviendrai peut-être après, dans les échanges après l'intervention des intervenantes suivantes. Très bien. Elena, est-ce que tu peux nous parler de toi, Oui. s'il te plaît? Alors moi, je pas du tout le droit de parler à la place des femmes de l'outre-mer parce que je suis italienne, donc Ça s'entend. je ne suis que une, disons, une admiratrice de ces femmes-là, parce que c'est vrai qu'en tant qu'anthropologue et chercheuse et artiste, je suis souvent confrontée dans des réalités qui ne sont pas les miennes. Et ce qui me fascine, justement, et à Mayotte en particulier, parce que Mayotte, il a quand même une histoire assez exceptionnelle du fait qu'il fête cette année ses 10 ans d'appartenance à la France, donc en tant que région ultramarine. Mais le combat pour pouvoir rester français, c'est surtout un combat lié aux femmes, à l'engagement que les femmes ont eu dans tout ce processus pour pouvoir faire en sorte que Mayotte puisse être rester sous l'égide de la France plutôt que appartenir à l'archipel des Comores. En tant que d'un point de vue politique, je veux dire. Et donc, ma rencontre avec ces femmes-là, parce que j'ai fait une thèse sur justement sur une pratique qui est le débat, c'est une pratique d'inspiration suffit. Et en fait, le titre est S'imposer en dansant, qui déjà, c'est tout un programme par rapport à qu'est-ce que ça veut dire en fait, en quelque sorte, prendre du pouvoir. La société mahoraise traditionnelle est une société uxori matrilocale, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui possèdent les maisons et les hommes, quand ils se marient, ils vont habiter chez la femme. Donc, ça veut dire que la femme est propriétaire d'une maison, est propriétaire d'un terrain qui permet la subsistance, donc de produire les produits bases pour pouvoir pour faire survivre sa propre famille, donc est le centre, en quelque sorte, de la famille. Et cette pratique-là, exceptionnellement, c'est une pratique soufie, donc les soufis ont une manière de prier Dieu qui va au-delà les 5 piliers de l'islam, mais c'est aussi des pratiques avec du chant et de la danse et de la poésie. Et les femmes, en fait, ils ont vraiment fait une percée dans l'univers spirituel parce qu'ils ont pris une place qui n'existait pas et ils se sont construites au fil du temps, hein, je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui, mais une pratique qui a réussi en fait à s'imposer même à l'extérieur parce que le débat des femmes de Mayotte est la seule expression artistique mahoraise qui soit connue dans le monde entier, puisqu'elle a été présentée en 2009 en France, il a reçu le prix France Musique, et à partir de là, les femmes ont commencé à faire des tournées dans le monde entier. Donc, les femmes arrivent à se tailler un espace de liberté, de créativité absolument extraordinaire dans une société qui est quand même sous l'empreinte d'une idéologie islamique et donc forcément où la femme est un peu, disons, dans une position subalterne. Mais ce que je vois aussi, que je trouve assez exceptionnel, c'est que la manière qu'ils ont les femmes entre elles de gérer l'autorité est une manière qui est vraiment un modèle auquel on pourrait s'inspirer pour imaginer qu'est-ce que c'est le féminisme, en quelque sorte. Parce que si effectivement c'est simplement le fait de remplacer les femmes à la place des hommes, on est toujours dans des schémas, disons, phallocratiques, hein, on peut le définir comme ça. Alors que dans les sociétés traditionnelles, les femmes ont une manière de créer des contre-pouvoirs, mais ces contre-pouvoirs sont extrêmement inspirants comme façon de gérer l'autorité qui n'est jamais dans une dynamique de domination.
Et donc, il y a toujours de l'affectivité, il y a toujours de la créativité, il y a toujours la mise en exergue du potentiel, donc finalement des compétences et des capacités que les gens ont, peut-être pour une espèce d'instinct maternel qui fait partie en quelque chose des femmes en général, et qui fait que c'est vraiment des modèles politiques pour moi qui sont alternatifs. Et c'est vers ces femmes-là vers ces femmes-là qu'il faut se tourner pour trouver ça, pour trouver cette inspiration. Parce que finalement, si on regarde le pacte social fondamental des sociétés, c'est l'inceste. Ça fait partie de toutes les sociétés. C'est-à-dire le fait que pour aller vers l'autre, ben, il faut se construire un tabou du mariage endogame, en quelque sorte. C'est ce qui nous empêche de rester fermés à nous, aller vers l'autre. C'est l'inceste. Les femmes ont ce potentiel parce qu'ils le montrent dans leur pratique quotidienne, dans leur gestion de leurs affaires, qu'il y a un autre tabou et qui est le tabou de la domination. Il faudrait être capable à pouvoir généraliser ça comme vraiment une manière de faire société. Parce que ça, c'est un autre pacte social qui empêcherait n'importe quel type de domination. Parce qu'elle n'a aucun sens par rapport à l'humanité, la domination en général. Et je trouve que dans ces organisations-là, moi, je le vois à Mayotte, je ne connais pas vraiment très bien les autres territoires de l'outre-mer, mais je suis sûre qu'on a plein de modèles. En Afrique, il y en a plein de modèles alternatifs de gestion de l'autorité et donc du pouvoir. Merci, Elena. Nous allons sans doute devoir y revenir. C'était précieux, cet éclairage. Maintenant, je vais demander à Gabrielle si elle veut bien se présenter et continuer. Merci. Merci, Gisèle. Donc, je m'appelle Gabrielle Kounali, je suis originaire de la Martinique. Je suis directrice d'une agence en fait en marketing digital et en organisation personnelle pour entrepreneurs, femmes et aidants familiaux. J'ai été aussi ancienne vice-présidente d'une chambre de commerce représentant la Caraïbe à Montréal. Donc j'ai vécu en Martinique, j'ai fait mes études et une partie de ma carrière essentiellement dans un milieu d'hommes, donc sur Paris. Et j'ai eu mon premier choc des Outre-mer quand j'ai eu mon deuil et que j'ai voulu intégrer une école d'architecture. Pardon. Et qu'on m'a dit lors de l'entretien, mais madame, comment se fait-il qu'à 19 ans, vous ayez déjà un bac+2 en venant des îles? Parce que le recruteur, pour lui, restait sur cette... comment se fait-il qu'en ayant la mer, le soleil, je puisse avoir réussi à me concentrer et avoir décroché un DUG? C'était cette image de l'outre-mer et je l'ai retrouvée avec des clichés associés aux Outre-mer, je l'ai retrouvée tout au long de ma carrière, puisqu'on m'a dit quand j'étais en apprentissage, vous travaillez bien, mais vous ne travaillez pas assez vite, mais ça, c'est propre aux Antilles. Et je me suis donné comme mission de dépasser ces clichés. Et j'ai eu la chance de rencontrer un maître de stage, feu André Gunaud, en Guadeloupe. J'ai fait un stage en urbanisme, en architecture, qui m'a dit que quel que soit, donc qui était un Martiniquais qui vivait, qui est reconnu en Guadeloupe pour son travail auprès des jeunes et dans le secteur de l'urbanisme, et qui m'a dit quel que soit l'endroit où tu iras, on oubliera qui tu es, on oubliera que tu es femme, on oubliera ta couleur dès lors que ton travail est ton étendard. Et je me suis toujours attelée effectivement à donner un travail de qualité et d'excellence. On m'a aussi reproché mon accent. On m'a dit si vous ne trouvez pas des fois du travail, c'est aussi par rapport à votre accent quand vous exprimez au téléphone. Et j'ai terminé ma carrière à Paris avant de partir, de m'envoler après pour la Martinique, puis pour le Canada, en devenant associée d'un cabinet commercial et juridique. Et j'ai été justement, je suis devenue associée justement parce que j'avais cette capacité d'être rapide
et efficace. Et c'est pour ça que la directrice a voulu. Donc, j'ai réussi et j'ai atteint mon objectif de casser ces clichés. Et l'autre difficulté était aussi dans le regard aussi de mes compatriotes, que j'ai une reconnaissance parce que mon associée était une femme blanche. On a commencé aussi à me regarder différemment. Ce qui m'a un peu choquée, c'est-à-dire que je me suis dit qu'on a encore des fois dans nos mentalités des blocages encore. Et puis, donc, en évoluant dans ce milieu d'hommes, parce que j'ai commencé ma carrière en étant architecte d'intérieur, puis ensuite chargée de communication de rencontre, toujours sur des projets en architecture, puis directrice de communication, je me suis effectivement attelée à, à, à montrer par mon travail, à dépasser certains clichés ou certaines réflexions sexistes que je pouvais recevoir des hommes. Parce qu'effectivement, j'ai un prénom aussi qui est mixte, donc on s'attend souvent à avoir un homme. Et j'ai eu la chance, parce que je suis aussi résidente canadienne depuis 5 ans, de pouvoir rencontrer une autre mentalité. Et puis des femmes qui non plus, qui dépassent certains dictats et certains blocages, parce qu'au Québec, on ne nous attend pas. On vous le fait savoir tout le temps. On m'a toujours fait sentir que j'étais différente. Et j'ai quand même pu devenir, où il y a le clivage qui est un peu moins marqué par rapport aux relations hommes-femmes. Dès lors que vous êtes efficace et qu'on voit votre qualité, on vous donne votre chance. Mais c'est aussi à nous de l'apprendre. Et c'est pour ça que ma définition, basée sur mon expérience, ma définition du pouvoir, c'est vraiment la capacité d'influencer les choses dans un sens ou dans un autre, dans notre réseau d'action. Et la meilleure façon pour moi d'y parvenir, c'est à chaque fois, toujours basé sur mon expérience, parce que j'ai eu quand même pas mal de postes à responsabilité, aussi bien dans les risques majeurs, directrice de communication, donc j'ai évolué toujours dans ces secteurs. Ça a toujours été de pouvoir provoquer ma chance et de montrer ce dont j'étais capable. Donc, voilà. Merci. Donc pour moi, le pouvoir, c'est vraiment cette capacité de changer les choses, et nous l'avons, nous les femmes, nous l'avons cette capacité dès lors que nous le décidons. Bon, allez à toi, Marie-Gabrielle, s'il te plaît. Marie-Noël. Marie-Noël, pardon. Gabrielle de l'autre côté. On t'écoute. Oui, bonjour, merci Gisèle. Donc, Marie-Noël Fedroni. Donc, en fait, moi, en ma qualité, j'aurai un regard sur cet échange en qualité de coach. En fait, moi, je suis une coach en programmation neurolinguistique et j'accompagne les femmes. J'ai choisi d'accompagner les femmes à se connecter à la leader en elles. Donc, j'ai fondé ma compagnie Leader d'elle, justement, qui veut dire prendre sa vie en main. Ça veut dire que moi, à un moment donné, je suis martiniquaise, donc je suis en Martinique, mais ces 10 dernières années, j'ai habité à Montréal. Et en étant à Montréal, j'ai réalisé, à travers l'histoire de ma génération maternelle, mère, grand-mère, j'ai réalisé que les femmes de ma famille n'avaient pas eu la chance de prendre leur pouvoir, d'être pleinement dans ce qu'elles avaient envie de faire. Et c'est de là que j'ai créé Leader d'elle, parce que je pense que à l'époque de ma mère, où elle avait 20 ans, où elle s'apprêtait à entrer à l'université ou faire des études d'infirmière. En fait, dans le fond, elle voulait faire des études d'infirmière et son père lui a dit non, qu'il ne voulait pas. Donc, ça m'a vraiment interpellée. Donc, du coup, ma mère n'a jamais pu devenir infirmière. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est devenue finalement secrétaire. Et l'histoire de ma mère, et quand je remonte à l'histoire de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère, parce que j'ai cherché à savoir d'où je venais. Et d'où je viens, cette histoire est importante parce que ça détermine les générations d'après. Et donc, en fait, en comprenant cette histoire-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a manqué à ma mère pour passer outre le nom de mon grand-père?
Et là, j'ai réalisé qu'elle avait un manque de confiance en elle, un manque d'estime d'elle-même, et il y avait toute une histoire derrière ça. Donc aujourd'hui, ma mission, c'est vraiment d'accompagner les femmes dans leur empowerment. Pour moi, l'empowerment, c'est vraiment de redonner toute la puissance à la femme, qu'elle puisse, parce que, comme disait Elena, on a tout un potentiel incroyable. Et les femmes de l'outre-mer méritent d'être vues, méritent d'être entendues, leur voix est importante. Et ce potentiel, malheureusement, il n'est pas mis en avant parce que au-delà du potentiel, il y a un manque de confiance, un manque d'estime et toute une histoire générationnelle en fait. Et chaque pays, chaque territoire a sa propre spécificité. Donc pour moi, dans cette définition du pouvoir, c'est vraiment l'idée de pouvoir prendre sa place, de pouvoir avoir tous les outils nécessaires pour se lever et prendre sa place. Et donc, quand on prend sa place, ben à ce moment-là, on sait exactement qu'est-ce qu'on fait, où on va, et on a une vision de notre avenir. Et donc, en fait, merci à Gabrielle de m'avoir parlé de femmes au-delà des mers, justement parce que c'est vrai que plus on travaille avec la femme, plus elle a envie d'avancer. Et pour moi, je pense qu'il est très important que chaque femme puisse se soutenir, puisse s'épauler. Et je dis merci à Gisèle de créer ça. Parce que sans cette connexion entre femmes, on n'est pas capable d'aller de l'avant. Alors, quand on voit des femmes inspirantes comme toutes les femmes qui ont été nommées tout à l'heure, bien on se dit, si elles ont réussi, moi aussi, je suis capable de réussir. Donc, aujourd'hui, moi, je veux donner la chance à d'autres femmes de pouvoir faire les études qu'elles ont envie de faire, de pouvoir être là où elles ont envie d'être, pas répéter l'histoire de ma mère. Merci. Bien. Écoutez, merci à toutes. On a encore beaucoup de choses à se dire. On va passer à la deuxième série de questions qui est, dans le futur, certaines d'entre vous y ont répondu, quelles mesures concrètes pourraient être appliquées? Comment, ça c'est une autre question, elles envisagent le futur des jeunes femmes? Les choses bougent beaucoup. En ce moment, il y a énormément de manifestations pour justement le manifeste des femmes autour de Simone de Beauvoir, et mon amie Claudine Monteil, qui est aussi membre de la Clé, se donne beaucoup de mal pour cette chose-là. Et je voudrais donc que vous essayiez de me dire quelles sont les mesures concrètes qui pourraient être appliquées. Je vais commencer peut-être, par Madame la députée. Si vous le souhaitez. Alors, tout d'abord, j'étais assez sensible aux différents témoignages, puisque notamment Marie-Noël, permettez-moi de vous appeler par votre prénom, lorsque vous parlez d'histoire, de la compréhension de l'histoire et d'où je viens, oui, c'est vrai que ça traverse tout le temps, et on a toujours ce sentiment d'illégitimité à pouvoir accéder à un certain nombre de responsabilités, et ça, effectivement, je l'ai vécu, et je le vis encore, paradoxalement, puisque même si je suis députée aujourd'hui, je ressens avec plus d'acuité encore la difficulté qu'on a à être femme, déjà dans un milieu d'hommes. Alors, je sais que l'une des intervenantes a parlé d'un milieu d'hommes, oui. On est dans un milieu d'hommes, on nous fait savoir de manière très diluée, mais c'est quelque chose qui est très prononcé. Mais dans la force de ce parcours-là, justement, j'ai acquis un certain nombre de défenses et donc une certitude. C'est celle, effectivement, on prend le pouvoir à partir du moment où effectivement, nous sommes là et nous portons un message. Voilà, concret. Pour répondre peut-être plus directement aux questions, parce que c'est très compliqué de répondre en quelques secondes, mais il y a notamment, je vais parler de ce que je connais un petit peu plus, c'est-à-dire, donc en ce moment, il y a un certain nombre de travaux législatifs et qui font référence effectivement à travailler à une meilleure représentativité de la femme
dans les sphères politiques, dans les sphères économiques, notamment avec, donc je sais que j'ai une collègue donc de la Commission des affaires sociales qui est présidente de la délégation aux droits des femmes qui se bat pour l'égalité salariale notamment. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs législatifs sur lesquels nous travaillons, auxquels on pourrait être surpris d'ailleurs, que nous ayons encore besoin aujourd'hui de devoir légiférer pour que le travail soit tout simplement reconnu, puisque nous travaillons effectivement, nous nous engageons. Et je crois même que la force que nous obtenons à trouver notre légitimité et à se battre, je reviens sur ce que je disais précédemment, on trouve cette force-là et on y arrivera. Mais pour les futures générations, je pense qu'il faut continuer effectivement à en parler, à évoquer, comme vous l'avez très bien fait précédemment, rappeler ce que sont nos cultures aussi, pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Et plus nous serons effectivement à l'évoquer, plus nous serons, entre guillemets, dans chacun de nos secteurs respectifs, parce que j'ai entendu les apports très importants de Madame Bertucci sur effectivement la femme mahoraise et la société mahoraise, mais sur un ensemble de sociétés, nous sommes en demande. Et effectivement, Gisèle, par le biais de cette association Femmes au-delà des mers, nous permet de le faire. C'est un premier pas, mais il faut qu'on soit encore plus à pouvoir le faire. Donc, voilà. Bien, Marie-Noël, s'il te plaît. Oui, je veux rebondir. Tu répètes la question? Non. Oui, s'il te plaît. Dans quelle mesure, dans le futur, quelles mesures concrètes pourraient être appliquées? Tu réponds comme tu le sens, tu n'as pas besoin de réponse politique. Et comment tu envisages le futur des jeunes femmes, en fait, parce que les choses bougent énormément et pas toujours dans le bon sens, à mon avis. Merci Gisèle. En fait, je veux rebondir sur les propos de Madame Adjé par rapport au fait que c'est important que les générations d'aujourd'hui puissent se connecter entre elles. Les générations futures, pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas créer, travailler, être de l'avant si on ne co-crée pas ensemble. Et pour co-créer, il est important de créer des passerelles entre les différents départements, mais entre les différentes femmes. Les passerelles sont importantes. Quand on voit des sociétés aujourd'hui qui réussissent, ce sont des sociétés qui se sont fédérées et des sociétés qui travaillent ensemble en commun. Alors, c'est de pouvoir mettre les compétences de chacun ensemble et utiliser chaque compétence. Gabrielle parlait tout à l'heure d'excellence. C'est vrai que moi, je porte une attention particulière à l'excellence de l'individu. Et quand on touche à l'excellence de l'individu, ça crée énormément de puissance et ça remet les choses à leur place. Donc, pour moi, en ce qui concerne les générations futures, c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir les inspirer. Et pour pouvoir les inspirer, c'est important d'avoir que chaque femme, et à travers des associations ou à travers autres, puisse être visible, puisse avoir plus de visibilité à travers ce qu'ils font. Alors, c'est vrai qu'il y a déjà un travail qui est fait, mais en plus de ça, de travailler sur la confiance en soi. Sans confiance, un jeune aujourd'hui ne peut pas aller de l'avant. Donc, c'est important qu'il puisse travailler sa confiance, travailler son estime et pouvoir rebondir sur ces outils, en fait. Parce que ce sont vraiment des outils. Une fois qu'on a travaillé une fois qu'il y a une réussite dans un domaine, ça se démultiplie, en fait. Et c'est ça qui est magique. Donc, voilà, pour l'instant. Gabrielle, s'il te plaît. Il faut savoir que pour moi, il y a un problème déjà. J'entends bien qu'il y a déjà des solutions qui existent au niveau législatif, mais c'est vrai que souvent, les inégalités, par exemple, même à Mayotte, où j'entendais un monsieur dire que le congé de paternité n'est pas appliqué de la même façon. C'est-à-dire que nous avons une loi commune qui est la loi française, mais dans nos territoires, elle n'est pas
appliquée de façon égale. Nous le voyons déjà aussi par rapport au confinement et aux mesures qui sont mises en application pour le couvre-feu, le confinement, et que chaque région d'outre-mer a des spécificités qui émanent de son préfet. Mais souvent, en matière d'égalité hommes-femmes, nous avons aussi un problème qui est les sanctions. Parce que les lois existent, il y a aussi quand elles ne sont pas appliquées, des choses qui doivent être faites aussi pour notamment pour les entreprises. Moi, je parle en tant que chef d'entreprise. On voit bien qu'il y a et on le voit aussi dans de nombreuses émissions qui sont très, très bien faites, où on dénonce de plus en plus, et ça, c'est bien parce que il y a beaucoup d'investigations maintenant qui révèlent les choses. Mais c'est justement, il n'y a pas assez de sanctions, de telle sorte que il n'y a pas, certains se croient encore au-dessus des lois pour ne pas appliquer. Maintenant, donc voilà, donc c'est moi déjà une égalité de l'application de la loi. Et après, d'un point de vue des individus, il n'y a que 7000 cadres, en fait, notamment en Martinique. Nous n'avons que 4 femmes en termes de mairesses en Martinique, 7 en Guadeloupe. Et maintenant, c'est vrai que la nouvelle génération est beaucoup plus combative et accepte moins que je ne veux pas dire de la génération de ma mère, parce que ma mère fait partie aussi de cette génération qui a aussi mis des choses en place, mais que ma grand-mère ou que mon aïeul. La nouvelle génération a ce problème, et je remercie Gisèle vraiment avec Femmes au-delà des mers, parce cette nouvelle génération a un problème d'exemple. Nous avons des femmes aujourd'hui, nous avons pléthore de femmes combatives qui ont fait des choses et qui font des choses dans les Outre-mer, sauf qu'elles ne sont pas assez médiatisées. Et aujourd'hui, en étant avec la clé, donc la coordination française du lobby européen qui nous permet d'avoir ce forum, et d'avoir Femmes au-delà des mers qui nous permet d'avoir cette voix d'outre-mer à travers ce forum, nous avons déjà une idée exacte de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire fédérer les outre-mer, les voix des femmes des outre-mer, et les porter à d'autres niveaux qu'à nous-mêmes. Mais déjà montrer à notre génération de filles que nous avons aussi des femmes, pas uniquement des modèles américains, qui font des choses, des modèles caribéens, qui font des choses, des modèles au-delà des mers, qui font des choses et qui sont originaires des Outre-mer. Donc, cette représentativité et cette médiatisation est importante. Et pour terminer, je dirais une action internationale, donc toujours au-delà des mers. Je reprends ce que disait Marie-Noël, que j'ai constaté effectivement qu'on a des ressources en Martinique. Moi, je sais que j'ai vécu une expérience, par exemple, très avancée au niveau des fibromes, des interventions en embolisation qui sont possibles. Et j'ai pu partager mon expérience dans un forum au niveau du Québec. Donc, nous avons aujourd'hui, grâce aux technologies, la possibilité d'échanger et d'apporter aussi nos savoir-faire, nos expériences avec d'autres femmes et de partager. Je reviens sur ce besoin de se fédérer pour pouvoir parler d'une voix commune. Bien, mais je vous remercie toutes pour ces apports. Je voulais simplement dire que Femmes au-delà des mers est en marche, que nous avons énormément de plaisir à voir combien les jeunes générations sont intéressés, enfin se manifestent, je ne dis pas tout le monde, mais vraiment sont intéressés par ce que nous faisons. Malheureusement, on n'a pas le temps, mais on va se revoir, on va refaire des webinaires. Nous avons eu vraiment des expériences très enrichissantes avec des collégiens et de jeunes entrepreneurs et puis d'autres personnes. C'est vraiment capital. Et je me souviens dans un travail que je fais sur les archives, parce que j'estime que nous avons un matrimoine commun et que les aînés doivent montrer aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, les éléments de leur culture. Et je me souviens avoir parlé, c'était lors de la préparation d'un Startup Weekend, il y avait un jeune réalisateur et quelqu'un qui m'interviewait, et j'ai parlé, j'ai dit oui, j'ai quelques petites choses sur Aimé Césaire et tout. Il a eu les yeux comme ça qui se sont ouverts et tout, et je me suis dit, en effet, ce travail que nous avons fait, vous irez sur le site, vous verrez, on a commencé un gros travail, mais on n'a pas le temps d'en parler, qui est de
rassembler ce matrimoine et ce patrimoine commun et de le faire connaître. Et on le fera par des expositions virtuelles. Donc, et alors, ça c'est une première chose. Et ces liens, je ne sais pas si vous avez le temps de voir dans les mots aimables qu'on nous met, je veux dire, ces liens par-delà les mers. Il y a des gens de partout qui nous écrivent. Et ça aussi, c'est en marche. Et il faut continuer. Voilà. Alors maintenant, je passe à ma troisième série de questions. C'est en fait, au vu de tout ce qui a été dit, comment faire émerger un projet commun pour unir, pour relier, pour créer des ponts à travers les femmes dans tous ces territoires. Et je n'oublie pas l'Europe. Hein. Voilà. Et bon, je vous demanderai donc d'essayer de répondre à ces questions. Et puis, on a encore quelques minutes, j'ai des choses à vous dire. Mais voilà, alors, on commence par le bas de l'écran, Gabrielle. Merci Gisèle. Je vais rebondir en fait sur ce que tu as dit, qui disait effectivement ce travail intergénérationnel dont nous avons besoin, parce qu'il y a déjà un travail qui est fait par toi, qui est ultra connecté avec la nouvelle génération. Je t'entendais parler de Startup Weekend. Continuer, en fait, il y a des choses qui existent déjà. Souvent, on a tendance à vouloir, c'est toujours un problème de manque d'information. La clé fédère différentes associations féministes dans le but non pas de créer un fossé entre les hommes et les femmes, mais de créer une égalité, parce que souvent quand on entend féministe, on a toujours, malheureusement, on croit toujours qu'on est contre les hommes. C'est pas du tout le cas. Nous sommes dans un vivre ensemble et il ne faut pas croire que tous les hommes sont dans une dualité avec les femmes. Les hommes en fait attendent et les institutions aussi attendent que les femmes soient porteuses et qu'elles soient derrière leurs projets et derrière leurs revendications et fassent monter justement les besoins. Donc, il faut que, moi je trouve qu'au niveau législatif, qu'il y a aussi que chaque région d'outre-mer puisse avoir fédérer ces associations et la voix des femmes par région pour pouvoir les faire monter région par région vers nos institutionnels, afin qu'il y ait des retours terrain et que les choses soient beaucoup plus en accord au niveau législatif par rapport à des retours terrain, parce que c'est important d'être en accord avec ce qui se passe dans la réalité, parce qu'il y a beaucoup de retours d'expérience importants et de choses qui se font, et pour vraiment être efficace. Et je trouve que je suis très, très heureuse de voir que Mme Adjé, qui est ma députée, parce qu'à l'époque, j'étais aussi à l'Essonne, à Paris, donc, est présente. Et c'est vrai que des interventions comme ça, relayées par des institutions au niveau européen, comme la clé qui siège aussi à l'ONU, soient aussi importantes, qu'on puisse avoir encore des réunions de travail ainsi, avec nos retours aussi bien locaux que nos expériences à l'international, de ce qu'on aurait pu trouver, qu'on peut peut-être suggérer aussi. Voilà, Stéphanie, si tu as quelque chose à dire. Alors, Gabrielle a été exhaustive. Moi, je voulais effectivement… Alors, je vais d'abord répondre sur le travail législatif. On a la chance, effectivement, alors certes par une loi dite de la parité, mais on a la chance d'avoir une certaine féminisation du Parlement. Et donc, y compris dans les territoires ultramarins, où donc, moi, je suis associée avec des collègues très investis dans leurs territoires respectifs. Hein, je pense à la Guadeloupe, je pense à la Polynésie française. Et donc, on est sur ces sujets récurrents et il y a une remontée. Et c'est tout l'objet, effectivement, parce que moi, je coordonne un peu au sein de la délégation Outre-mer à l'Assemblée nationale le travail alors, des élus de la majorité, mais on intègre tout le monde. Et donc, tous ces sujets remontent et on essaye autant que faire se peut d'avoir vraiment des éléments très, très concrets qui émanent des territoires ultramarins. Parce que si je peux me permettre, alors non seulement il y a effectivement la situation des femmes dans la société de manière générale, mais la femme ultramarine, enfin dans la société ultramarine, déjà, parler des territoires ultramarins, déjà, c'est déjà compliqué dans l'Hexagone, compliqué. Et donc, moi, je plaide beaucoup à chaque fois pour effectivement faire une jonction. Donc, faire une jonction, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est se rencontrer. Et donc, alors, la crise sanitaire fait que c'est un peu compliqué pour nous rencontrer. La preuve en est, c'est que
nous parlons par écran interposé. C'est bien dommage. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer physiquement très vite. On y arrive. Mais au-delà de ça, moi, je plaide beaucoup pour des lieux de rencontre, mais qui ne soient pas forcément qu'entre îles, par exemple entre Antillais, entre Polynésiens, voilà. Donc, qu'il y ait des espaces de rencontre comme ça. Et ça peut faire partie d'un travail d'association, justement, de fédérer des associations, où chacun se rencontre sur des thèmes précis et échange sur les réalités respectives. Et puis, le travail législatif, de toute façon, se base sur ces réalités de terrain et évolue. La loi évolue en fonction, effectivement, de ce qui se passe dans la société. Donc, juste pour conclure, parce que j'imagine que ça va être la fin, je suis ravie, vraiment, encore une fois, d'avoir été présente et d'avoir participé à cet échange. Je me tiens à disposition d'ailleurs pour ceux qui souhaitent continuer. Et remercier Marie-Noëlle, Gabriel et Elena pour ces éléments importants qui nous permettent d'avancer et qui me donnent aussi la force, parce que ce n'est pas toujours évident. Enfin, j'imagine chacun à sa place, mais vraiment dans un milieu d'hommes. Et en plus, alors dans un milieu d'hommes, en plus, qui ne sont pas tous ultramarins et qui ne savent pas tout ce que c'est, vous savez, l'image de la vainée, je vous passerai les détails de ce que je peux entendre, mais l'image de la vainée qui danse, etc., avec ses noix de coco en soutien-gorge, bon, ça, voilà, j'essaie de le dépasser, mais bon, ce n'est pas toujours évident. Mais justement, c'est à force de travail et j'étais très sensible à l'ensemble des éléments parce que c'est ce que je vis aussi. Voilà. Merci à vous. Bien, alors je voulais donc, parce que malheureusement le temps passe, mais on a rendez-vous très très prochainement, par webinaire si vous voulez, mais on va continuer. Alors je voulais quand même dire que là on vient d'entendre, comment dirais-je, Stéphanie. Je voulais dire que Femmes au-delà des mers commence à être reconnue et je voulais partager avec vous, si vous ne l'avez pas vu, que nous avons eu le prix de la délégation sénatoriale aux droits des femmes pour le travail qui est accompli. Ça a été pour nous une très grande reconnaissance parce que, bon, ça fait plus de 12 ans maintenant qu'on y travaille et bon, on ne cherchait pas ça, on cherchait à faire le travail que nous sommes en train de faire là et disons que il faut encore que des gens s'investissent parce qu'une association, c'est très lourd et c'est extrêmement, je veux dire, chronophage, mais surtout, on fait du travail sérieux, mais bon, les bénévoles ne sont pas toujours disponibles et tout, c'est compliqué, mais le fait qu'on avance quand même et le fait de vous voir là toutes intéressées, vous allez porter la parole ailleurs, mais j'ai encore des choses à vous dire, vous allez porter la parole des femmes d'au-delà des mers et des femmes tout court, et je trouve ça très bien. Alors, ce que je voulais, malheureusement, il faut arriver à la conclusion, mais on continue. Vraiment, je vous promets, là, en tout cas, je sais déjà qu'à la rentrée, en septembre, on ne sait pas quelle sera la situation, mais on fera quelque chose d'intéressant et d'intergénérationnel et aussi d'interrégion. Bien, je voulais donc vous dire que ce qui caractérise et qui est notre leitmotiv, c'est unité et pluralité, et que en fait, les Outre-mer, c'est ça. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses qui caractérisent les femmes des Outre-mer et les Outre-mer, c'est unité, pluralité. Unité parce que, bon, elles sont françaises, elles ont l'instruction et bon, elles sont des citoyennes françaises. Elles sont aussi très ouvertes au monde parce qu'elles sont francophones. Elles ont le français en partage et du coup, elles ont des cousines à travers le monde. Et ça, moi qui, je n'ai pas beaucoup parlé de mon parcours, mais moi qui ai beaucoup vécu à l'étranger, bon, je parlais d'autres langues, mais je veux dire, il y a une espèce de proximité avec les gens qui parlent la même langue que vous. Ensuite, et là, je salue aussi les francophones d'Océanie, j'y ai des amis, dont Farah Kayar. Elles ont aussi, on l'a vu, énormément de cultures différentes. Regardez la carte.
de cultures différentes, les Amérindiennes, les Canadiens, les Amérindiennes, les Kanaks, les Bushinengue, Nko, et ce sont des cultures intéressantes qu'elles nous apportent. Et puis, vous voyez, cette répartition géographique, c'est une richesse, parce que, en fait, on est, j'allais dire, baigné par des océans et par les cultures des autres. Et alors, pour finir, je pourrais dire que compte tenu de toutes ces influences multiples, des savoirs immatériels, ça c'est le travail que nous faisons en matrimoine unique et privé, les femmes des Outre-mer sont capables d'apporter, et ça je suis convaincue, un éclairage constructif et inattendu. Les femmes en général, mais les femmes des Outre-mer ont en ce sens un plus. Elles offrent une ouverture au monde en fin de compte et elles contribuent à leur niveau à la marche du monde. En fait, la synergie des savoirs et d'expertise multiculturelle qui est issue des femmes originaires de l'Outre-mer et au-delà apporte un éclairage novateur à la société. Alors, avant de finir, je voudrais vous dire que, et merci Gabriel d'avoir parlé de la clé, je vais vous dire que donc nous allons, la clé va remettre un livret de recommandations, celle que nous avons faite et qui sera remise aux autorités, à Madame Moreno et à la secrétaire générale du Forum Génération Égalité, c'est reconnaître et soutenir la contribution des femmes des Outre-mer au développement de leur région et au-delà, par un accompagnement adapté à la pluralité de leur culture territoriale et des formations performantes. Assurer des soutiens pérennes aux associations et organisations des sociétés civiles. Voilà, je voulais vraiment remercier chaleureusement, bien sûr, nos panélistes, comme on dit maintenant, mais les participants aux ateliers, les personnes qui ont bien voulu, quelle que soit l'heure, et c'était amusant parce que j'ai parlé avec une Calédonienne tout à l'heure, et vraiment, et je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu apporter leur concours à Femmes au-delà des mers depuis le début. Et vraiment, j'espère que vous allez tous et toutes dans votre coin grossir les rangs parce qu'on a la chance d'avoir maintenant une reconnaissance et ben, il faut tenir bon et avancer. Merci vraiment à toutes et merci aussi au-delà des mers à toutes les personnes qui ont bien voulu nous écouter et aussi à celles qui nous apportent leur concours et qui nous écrivent. Au revoir. À bientôt. Je connais pas tous les mots pour le dire dans les différentes langues, donc je vais pas utiliser. Bon, je vous dis à très bientôt et allez sur le site et écrivez-nous, nous sommes toujours disponibles.